Bonjour à tous, vous êtes dans l'Astre d'Hugo, bienvenue dans son domaine. Alors, on m'avait oublié ? Aujourd'hui, on va parler du signe du Gémeaux. Et croyez-moi, il y en a des jumeaux dans les différentes mythologies. Ouais, il y en a quelques-uns, hein. Luke et Leia, Cersei et Jaime par exemple. Oui, enfin on peut quand même remonter un peu plus loin que cela, hein. Parlons par exemple de Castor et Pollux dans l'Antiquité grecque. Pour commencer, hein, vous me croyez ou pas, mais Zeus est à l'origine de cette histoire. Il nous lâchera jamais celui-là. Le roi de Sparte de l'époque, nous sommes des Spartiates, appelé Tindar, avait une femme qui s'appelait Leda. Et les deux avaient deux filles magnifiques, mais quelque peu chronophages. Un peu lassée, Leda décide un jour de quitter le château et de se promener dans les jardins. C'est alors que Zeus, par l'odeur alléchée, arrive et commence à la draguer, et enfin, il la culbute. C'est alors que 9 mois plus tard, la reine Leda accouche de 2 énormes œufs. T'es sûr que les Grecs avaient révisé leur SVT avant le contrôle? Parce que là, ça marche pas du tout comme ça en vrai. Au moment voulu, les 2 œufs éclosent et dans le premier, il y avait Hélène et Pollux qui ont le sang de Zeus et qui sont donc immortels. Dans le deuxième, il y a Clytemnestre et Castor qui eux sont parfaitement mortels. Zeus va offrir la meilleure éducation aux 2 enfants, Castor et Pollux. Le premier se révélera très doué pour monter à cheval et le second sera un combattant hors pair. Ils vont vivre de folles aventures tous les deux, notamment sur le bateau l'Argos mené par Jason. Là, ils vont d'ailleurs se lier d'amitié avec Lydas et Lyncée. Il y a énormément trop de noms dans cet épisode. Plus tard, ces 2 derniers les invitent à leur mariage, mais tout ne se passe pas comme prévu. Un mariage qui tourne mal, mais ça a été écrit par George Martin ou quoi? Castor et Pollux sont pris d'un amour irrépressible pour les jeunes femmes mariées. Alors, ils les emmènent dans un coin et décident de les sauter toutes les deux. Furax, Idas et Lyncée les retrouvent et une bataille sans nom s'engage entre les anciens amis. Seul Pollux survit à l'affrontement, lui qui est immortel. Et il prie Zeus pour faire ressusciter Castor. Malheureusement, les pouvoirs des dieux ne marchent pas exactement comme ça. Et Zeus dit qu'il ne peut pas ressusciter les morts. Par contre, il propose d'envoyer les 2 frères dans la constellation du Gémeaux. Ah bah ça doit lui faire une belle jambe, hein. Un peu jaloux de cette histoire, les Romains décident eux aussi d'avoir leurs jumeaux mythologiques. J'ai nommé Romulus et Rémus. Romulus et Rémus sont les enfants d'une Vestale et du dieu Mars. Comme la mère est une prêtresse, elle n'a pas le droit d'enfanter. Et du coup, voyant ça, on décide de jeter Romulus et Rémus dans les flots du Tibre. Mais le sombre exécuteur de Bastache, voyant les enfants qui sont tout mimi, tout mignons, tout adorables, décide de les déposer dans un couffin et de les faire tranquillement flotter dans le fleuve. Le couffin est protégé des dieux, les dieux qui avaient sans doute pas grand chose à faire à ce moment-là, jusqu'à échouer sur une plage. À cet endroit, une louve voit les enfants et décide de les élever comme étant leur propre mère. Alors lupa en latin ça veut bien dire louve mais ça veut aussi dire pute, ce qui veut dire que Romulus et Rémus sont des fils de pute. C'est une pute. Bref, les enfants grandissent, ils vivent de menus larcins et, une fois majeurs, ils découvrent leur vraie identité. Après ça, ils décident de fonder une ville à l'endroit où ils ont été recueillis par la louve. Le souci, c'est qu'il faut trouver un nom à cette ville et les 2 frères sont pas d'accord. Ils décident alors de regarder dans le ciel le vol des oiseaux. Et on appelle ça l'ornithomancie. Selon les oiseaux qu'on voit dans le ciel, la direction qu'ils prennent, tout ça, on peut prédire l'avenir. Ça a pas l'air d'être une méthode bien scientifique tout ça, hein. Je préfère l'astrologie. Rémus va voir 6 vautours dans le ciel et Romulus va en voir 12. C'est lui qui gagne, il décide d'appeler la ville Rome. On peut dire qu'il s'est pas foulé la rate sur ce coup-là. Il faudrait un nom qui évoque Rome, mais qui soit pas vraiment Rome. Rhume. Romulus trace alors une ligne sur le sol et dit que le premier qui passera cette frontière de la ville, sera tué sur le champ. Mais Rémus, qu'il a encore en travers de la gorge d'avoir perdu et d'avoir vu seulement 6 oiseaux au lieu des 12, il décide de franchir le pas et Romulus est obligé de le tuer.
Ça relativise nos petites histoires de famille, hein. Passé la mythologie, on va regarder un petit peu la constellation. La constellation du Gémeaux va représenter les deux jumeaux, ce qui est logique. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, on va voir que cette constellation représente aussi un 2 romain. Le Gémeaux est le signe de la communication et pour communiquer, il faut être au moins 2. Car oui, de tous les signes, le Gémeaux est le signe qui va représenter la communication. Échanges, discours, débats, joutes verbales, toutes ces activités vont être des plus intéressantes et enrichissantes pour le Gémeaux. Ils seront à la fois créatifs, intuitifs, vifs, et ils seront aussi à l'aise dans un débat tendu ou alors à parler dans un long monologue. Faites d'ailleurs assez attention car s'ils manient si bien la langue, ils savent aussi très bien mentir et ils peuvent entourlouper tout leur petit monde. Leur pouvoir de persuasion est incroyable et la diplomatie sera une de leurs grandes qualités. C'est ça leur solution diplomatique, sénatrice? Ça, c'est de la négociation musclée. Avec eux, impossible de savoir où est le vrai et où est le faux. Et leur verbiage aura tendance à semer le chaos partout autour d'eux, chaos dont ils sauront en profiter. Le chaos est une échelle. Ils auront aussi tendance à énormément se vanter et à noyer tout le monde dans leurs paroles. Le Gémeaux est aussi quelqu'un d'extrêmement changeant. Il n'appréciera pas du tout rester dans une même situation tout au long de sa vie. Lui, son rêve, c'est les grands voyages. Voyage, voyage. Il ne détestera pas repartir de zéro et d'ailleurs disparaître de la circulation sera une idée qui lui traversera souvent la tête. En somme, son naturel sera toujours changeant, ce qui peut lui causer du tort, mais à l'inverse, dès qu'il sera dans le pétrin, il arrivera à s'en sortir sans problème. C'est une girouette qui va aller d'un caprice à l'autre aux grandes dames des signes qui sont plus fixes et plus stables que lui. Et inversement, puisqu'on a souvent les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts, il arrivera sans problème à s'adapter à n'importe quelle situation. Bon alors, monétairement, je crois que vous l'avez deviné, les Gémeaux sont assez instables. Leur idéal, c'est de gagner beaucoup d'argent très rapidement. Et du coup, ils vont se lancer dans des investissements à droite, à gauche, sans peser vraiment le pour et le contre. Et parfois, il peut leur arriver de gagner de l'argent, certes, mais aussi d'en perdre beaucoup. Et ce qui doit arrive souvent, c'est la banqueroute. Mais ça va pas décourager le Gémeaux plus que ça. Ça lui permettra de changer encore de situation et d'investir dans d'autres placements. Mais dans tout ça, il s'en fout un petit peu parce que la sécurité matérielle n'a pas grande valeur à ses yeux. L'argent étant fait pour être dépensé, évidemment. Au travail, le Gémeaux sera un communicant hors pair. Il utilisera son bagou pour faire valoir ses idées et influencer tout le monde, patron, collègue ou employé. Le Gémeaux sera souvent force proposition dans son entreprise et là-dessus, il aura les arguments pour pouvoir faire valoir ses positions. Par contre, son esprit ira toujours dans tous les sens, impossible à canaliser. Et du coup, une fois un projet lancé, il va l'abandonner et se mettre à développer une autre idée. Le Gémeaux ne sait pas mener un travail jusqu'au bout et les tâches répétitives le lassent le plus rapidement possible. À ce sujet, il est assez impensable qu'un Gémeaux se contente d'une seule profession ou d'une seule carrière dans sa vie. Il va multiplier les boulots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Niveau orientation, le Gémeaux sera très à l'aise dans tous les métiers de la communication et de l'écriture. Mais aussi le commerce, le marketing, la pub, et il y aura aussi de très bons avocats parmi les Gémeaux. Et pour cause, vu qu'ils arrivent à faire passer tout ce qu'ils veulent. En santé, vous l'imaginez bien, le point faible du Gémeaux, ça sera son système nerveux. Et oui, à force d'aller toujours à droite, à gauche, on commence à tourner fou. Chez certains Gémeaux, on va trouver des troubles bipolaires, des dédoublements de personnalité ou même de la schizophrénie. Autre trouble possible chez le Gémeaux, les poumons et les bronches. Du coup, il faudra éviter tout ce qui est pollution ou alors consommation excessive de tabac. Et enfin, pour parler un petit peu d'amour, le Gémeaux n'aura pas du tout l'intention de souffrir dans une relation amoureuse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les petits papillons qu'on sent au fond du ventre en début de relation. Par contre, le quotidien, ça va pas du tout l'intéresser. Il voudra vivre des sensations fortes. Il aura beaucoup de mal à vivre avec la même personne tout au long de sa vie. Si vous êtes le compagnon ou la compagne du Gémeaux, essayez de lui accorder un peu de liberté pour le garder le plus longtemps possible. Bon alors maintenant, fini les conneries, on va passer aux célébrités qui sont Gémeaux. Et en premier lieu, je vais parler de Donatien Alphonse François, marquis de Sade. Sans doute l'écrivain le plus fascinant de la littérature française. Et pourtant à cette époque, il a été victime de censure sous tous les régimes. Ce grand homme s'est battu toute sa vie pour la liberté d'expression et il a payé cher pour ça.
Parmi ses multiples bourreaux, Napoléon l'a arrêté pour avoir écrit Justine ou les malheurs de la vertu. Direction la prison sans passer par la case départ, et pendant ce temps, l'ensemble de ses œuvres et de ses écrits étaient brûlés. Et du coup, le divin marquis a été obligé d'écrire et de publier nombre de ses écrits de façon complètement anonyme ou alors sous un pseudo. Je pense que son plus beau texte, le sommet de son art, est un livre qu'il n'a même pas fini et qui s'appelait Les 120 journées de Sodome. Retrouvé à la Bastille, écrit sur un rouleau de PQ, c'est dire la misère du mec. L'histoire de 4 aristocrates, bien sous tout rapport, qui vont s'enfermer dans un château avec 40 vierges sur lesquelles ils vont faire subir des sévices et accompagnés de 4 mères maquerelles qui vont leur raconter des histoires horribles et salaces. L'imagination du marquis de Sade est sans limite et il le prouve avec ce texte qui renvoie le Game of Thrones au bac à sable et qui fait passer certains camps de concentration pour des élevages de poneys. Vous permettez que je reprenne la main là? On va peut-être parler de Geronimo qui est un personnage légèrement plus consensuel que le marquis de Sade. Geronimo! Objection, Geronimo est indien, du coup l'astrologie du zodiaque, ça n'a rien à voir dans son ciel. En astrologie amérindienne, il me semble d'ailleurs que Geronimo soit un cerf. Ouais, mais peut-être que tu vas me laisser faire mon pitch parce que je pense que le ciel est le même pour tout le monde. Geronimo est un Apache qui avait pour premier nom Goyadley, qui veut dire celui qui baille. Et dès 17 ans, il va participer à des attaques contre les envahisseurs mexicains ou américains. Du coup, pour se venger, les Indiens crament des camps mexicains. Pour se venger, les Mexicains crament des campements indiens. Pour se venger, les Indiens crament des camps mexicains. Et ça peut durer longtemps, ce genre de conneries. Et ça a duré longtemps. Une dizaine d'années plus tard, il avait alors 29 ans, sa femme et ses enfants se font sauvagement tuer par les colons. Le genre de truc qui énerve bien. Il prend les armes et décide de mener une guérilla sanguinaire contre l'envahisseur blanc. Il va lutter toute sa vie, mais à force de se battre, et la fatigue aidant, il va un jour se rendre à l'armée américaine qui va le mettre définitivement dans une réserve, où il va mourir d'une pneumonie. J'avais dit qu'il fallait faire gaffe aux poumons pour les Gémeaux. La triste fin d'un homme qui s'est toujours battu contre l'envahisseur et l'oppresseur. Sinon, parmi les Gémeaux, on pourrait parler des jumelles Olsen. Gémeaux ou jumelles? Je m'y perds un peu moi. Les deux, mon capitaine. Bon, on va pas parler d'eux, on va parler plutôt d'une grande écrivaine française, Marguerite Yourcenar. La première femme à avoir siégé en 1980 à l'Académie française. Ça fait pas mal dans un CV, hein. On postule quand? Grande érudite, elle saura traduire le grec, le latin et aura une grande connaissance de la littérature antique. Marguerite Yourcenar va être quelqu'un qui va beaucoup voyager, en Grèce, en Turquie par exemple, ce qui l'inspirera ses nouvelles orientales. Elle va s'installer pendant un temps aux USA, dans le Maine, avec sa femme, Grace Frick. Et pour dire à quel point c'est quelqu'un d'acharné sur son travail, elle va passer 45 ans de sa vie à travailler sur son roman principal, L'œuvre au noir. L'histoire d'un alchimiste de la Renaissance qui va lutter toute sa vie contre l'obscurantisme et qui va finir en prison et y mourir. Maintenant, on va faire un petit saut de puce dans les temps pour rencontrer la reine du Canada, la reine de l'Australie, l'impératrice des Indes, vous l'avez compris, la reine Victoria d'Angleterre. Ah alors là, laisse-moi en parler. C'est quelqu'un qui détestait au plus haut point ses enfants, et qui de toute façon détestait tous les enfants de façon générale. Et il faut dire qu'elle en a eu 9 au total, donc elle sait de quoi elle cause. C'est quelqu'un qui voit la grossesse ou l'enfantement comme étant les pires handicaps du monde. Elle était terrorisée à l'idée de mourir en couche, ce qui n'était pas rare à l'époque. Elle trouve ses enfants laids, et son 9e enfant va mettre 14 heures pour sortir. Heureusement que le chloroforme sera là pour l'aider à subir la souffrance. C'est peut-être pour cette raison qu'elle va transmettre à ses enfants le gène de l'hémophilie. L'hémophilie, qui est une maladie génétique assez rare, mais qui va se transmettre sur toutes les têtes couronnées d'Europe. Eh oui, la fameuse consanguinité royale. Et voilà, maintenant, si vous êtes Gémeaux, si vous connaissez des Gémeaux, si votre frère jumeau est Gémeaux, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Comme les dernières fois, je vais vous laisser voter pour les signes du zodiaque qu'il reste. N'hésitez pas donc à mettre les choix dans les commentaires juste en bas. Je vais pouvoir m'en occuper dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vais me replonger dans les sciences ésotériques et je vous souhaite un bon vent.